Mon dernier terrain a pour objectif d'élaborer un dictionnaire thématique de la langue Hamea. C'est une initiative de la province Nord. Et je suis partie sur le terrain comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans, en évitant de consulter tout ce qui avait été écrit sur cette langue. Heureusement, il n'y avait pas grand-chose auparavant, afin de partir sur le terrain dans un esprit neuf. Et vous allez voir que c'était peut-être une erreur pour cette région très complexe. Donc, ma présentation a pour but de recontextualiser mon travail sur le Hamea dans le contexte de la diversité linguistique que l'on rencontre en Nouvelle-Calédonie, phénomène bien mis en valeur par les rivières à la suite d'Audricourt. Il y a une petite citation en français, mais vous avez la traduction en anglais en bas de page. Tous ces facteurs, échanges matrimoniaux, déplacement des groupes liés à l'histoire coloniale récente, rendent difficile un découpage en zones linguistiques très strictes. Et Audricourt a montré combien ces contacts interlinguistiques intenses, en favorisant les emprunts, contribuent à l'enrichissement et à la complexification des systèmes phonologiques. Néanmoins, chaque groupe linguistique se revendique comme tel et se plaît à souligner, voire à survaloriser ces différences. Et c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en Calédonie. Deux langues très très proches, j'ai connu la même expérience entre le Ralantio et le Rolanguray, des langues où il devrait y avoir une intercompréhension relativement facile. Les locuteurs vous disent non, 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 ma langue est complètement différente, n'a rien à voir avec celle des voisins. Et cette volonté de différenciation explique aussi peut-être en partie la multiplicité des langues kanak. Je vais essentiellement vous parler des différents dialectes que l'on trouve sur la Grande Terre, dans une zone centrale délimitée par Wailu, Kwawa, Kanala sur la côte est et Lafoi, Mwendu sur la côte ouest. J'ai eu déjà beaucoup de mal à situer géographiquement de quel dialecte il s'agissait, parce que je vous ai dit que j'avais commencé un travail sur le Hamea il y a déjà plusieurs années, qui n'est maintenant plus parlé que dans la haute vallée de la Kwawa, dans des tribus de Konoe Shawe, Werupime, Wabe. Autrefois, c'était parlé dans plusieurs villages, donc celui Mea Membara qui reflète encore son nom, mais où je n'ai plus trouvé de locuteurs Hamea qui vivent dans cet endroit. La plupart des locuteurs Hamea se sont installés maintenant dans le village de Kwawa ou dans les environs, essentiellement pour des raisons de scolarité des enfants ou de travail au nickel. George Grace, à qui je voudrais rendre hommage aussi pour son travail sur le Ralantio et sur le Tini, utilise soit Lafoi, soit Grand Coulis pour désigner ce qu'il appelle un leveled dialect, une sorte de mélange entre le Tini et le Mea, qui au départ étaient des dialectes différents, mais dû aux conséquences des rébellions de 1878 et 1917, se sont retrouvés mélangés. Donc, vous avez les citations en anglais. Donc, lui réfère à cette langue essentiellement comme étant la langue de Lafoi. Et dans son dictionnaire, il met entre crochets un grand T ou un grand M pour symboliser les formes que l'on trouve qu'en Tiri ou qu'en Hamea, donc qui n'appartiennent pas à ce dialecte leveled
dialecte, comme il l'appelle. Midori Osumi, qui est l'auteur d'une grammaire de Chini, utilise Grand Coulee d'une façon différente. Ça ne concerne que la langue, le dialecte parlé dans la tribu de Grand Coulee, sur lequel elle a travaillé avec un seul informateur, alors que sa grammaire repose essentiellement sur le dialecte parlé à Petit Coulee et l'Afua, donc qui correspond en fin de compte au Grand Coulee de Grace. Et puis il y a des travaux un peu plus récents d'étudiants de l'université. Yasmina Nemoiré a étudié le dialecte parlé dans la Haute-Vallée, mais versant ouest de la Grande Terre, à Kachiriquan, et l'a appelé Hamea, avec une voyelle A longue, qui contraste avec le Hamea parlé de l'autre côté de la chaîne centrale. Vous avez, sous le point 1.1, dans l'approche phonologique que j'ai essayé de faire, des correspondances régulières entre le Chili, le Hamea et le Halantiu, et on trouve effectivement quelques correspondances régulières. Vous allez voir qu'elles ne sont pas fréquentes, et les correspondances ont posé beaucoup de problèmes à George Grace et à tous les linguistes qui ont travaillé dans cette région. Donc, Foued, Feud correspond à Feu, correspond à Roi à peu près régulièrement dans une dizaine de termes. Vous avez aussi, j'ai trouvé 2 termes où le The du Chili correspond au Te du Hamea. La plupart du temps, on tombe sur des correspondances irrégulières, tout à fait aléatoires, qui varient en plus selon les locuteurs, selon la tribu, et on a beaucoup de mal à trouver des régularités dans les correspondances. Quelques mots sur les 2 vibrantes, rhotics. Hamea et Chili ont 2 vibrantes, une dentale, l'autre rétroflexe. Et malgré cette grande variabilité, j'ai noté quelques paires minimales en Hamea. Vous les avez en bas de la page 2, entre le R et le R. Je ne vais pas vous lire tout. Mais par contraste, dans le dictionnaire de Grace, on trouve des paires minimales avec les mêmes mots, mais dans plusieurs cas, la distribution des 2 R n'est pas la même. Et vous avez par exemple le mot pour bon, haru, qui comporte une vibrante rétroflexe dans la notation de Grace, alors que maintenant, il n'y a plus qu'une dentale, du moins parmi la plupart des locuteurs, en Hamea. Et je fais l'hypothèse qu'il s'agit d'une évolution récente en Hamea dans des mots qui sont d'occurrence fréquente. On trouve d'autres différences dialectales entre le R et le R, entre les notations données par Grace pour le Hamea, qui en fin de compte ont changé depuis ses enquêtes. Mais on a parfois identité, comme dans le mot qui signifie papillon ou peuplier kanak. Ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a aussi des différences de transcription entre les articles de Grace de 1973, où il note certains mots avec la dentale, alors qu'en 1976, il la note avec la rétroflexe. Donc ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai eu des problèmes avec ces vibrantes. On trouve aussi des différences entre les transcriptions de George Grace et de Midori Osumi, ne serait-ce que dans le mot qui désigne la langue, noté avec une dentale pour George Grace et avec une rétroflexe pour Midori.
Autre non-correspondance, évolution, que vous avez pour le phonème re en Chili, identifié aussi comme étant Hamea en 1976 par Grace, mais qui maintenant correspond soit à 0, soit à K, soit même dans un à que, soit même dans un cas à we en Hamea de Kwawa, mais à re en Hamea de Kachirikwan. Donc vous avez les listes des correspondances que l'on peut noter. Autre consonne qui pose problème, c'est les nasales rétroflexes et dentales, qui présentent aussi une grande variabilité en Hamea d'un locuteur à l'autre. Sous petit c, vous avez quelques paires minimales. Et parmi ces termes, on trouve une identité parfaite entre le Hamea et le Chili, dans des mots comme le moustique, le tonnerre, l'île, le vent, entre autres. Mais on trouve aussi des différences entre les mots Hamea notés par Grace en haut de la page 4, donc des ne rétroflexes, qui sont maintenant dentales, ne en Hamea. Et puis on a parfois des variantes. En Hamea, selon les locuteurs, vous avez pour le mot forêt, soit un ne dental, mais avec io à la fin qui correspond à la forme notée par Grace, avec une rétroflexe, soit la forme notée par Grace pour le Chili. Concernant la nasale vélaire, nge, elle est notée dans le tableau phonologique de Grace, mais on ne la trouve en Chili que dans 2 termes qui sont manifestement des emprunts. Et le terme qu'il signale pour le Hamea, boangu, se dit maintenant boau, et qui était à l'origine probablement un emprunt au Ranantiu. Une petite innovation en Hamea que je n'ai pas trouvée dans les autres dialectes, c'est un groupement de consonnes, une succession de consonnes qui est normalement impossible, non attestée dans ces dialectes. Et vous avez maintenant, à la place de pere, vous avez des pre, des pri, des fro, tout à fait intéressant à entendre. Pour la partie reconstruction, donc, tout comme Grace, qui a bien décrit ses efforts pour trouver des correspondances régulières, et essentiellement pour lui entre les dialectes Chini et le Ranantiu, et pour tâcher de voir quelle forme correspondait aux formes proto-océaniennes reconstruites, il dit, tout comme Midori Osumi, qu'il n'est pas possible vraiment de savoir dans quel sens s'est produite l'évolution. Et comme le cite Grace, the central object of my research is to determine what has happened in these languages that makes it so hard to reconstruct what has happened. Donc il a proposé raccourcissement des formes, provoquant une perte d'informations et beaucoup d'homophones, et ensuite des composés très fréquents qui font que l'identification des morphèmes indépendants du point de vue historique est difficile à mettre en évidence. Après, je vais aller très rapidement sur la page 5 qui vous montre des difficultés de trouver des correspondances régulières pour le he dans les 3 dialectes. Vous avez des fois des he à l'initiale dans les 3, sous l'exemple 1, des he mais avec des formes différentes sous 2, des he en la fois et grand coulis, mais d'autres termes
sans doute empruntés à d'autres langues, dont le Ranantiu en Hamea, des he à grand coulis en Hamea, mais d'autres termes à la fois, une initiale he à la fois et Hamea, d'autres termes en grand coulis. Enfin, tout est possible. Hein. C'est vraiment le micmac ou je ne sais pas si c'est la roulette qui donne ce genre de phénomène. En 6, he à la fois et grand coulis, mais perdu dans le mot qui signifie comment en Hamea, ou bien un autre terme pour les biens, qui est sans doute emprunté au Ranantiu pour le Hamea. Des he intervocaliques seulement dans le dialecte de l'Afrois, ou bien seulement à grand coulis, mais on trouve un autre terme dans le dialecte de l'Afrois, etc. etc. C'est pour ça que je vous ai mis un exemplier, parce que c'est impossible de résumer tout ce qu'on peut trouver au niveau de ces dialectes qui normalement sont très proches. Sur la page 611, vous avez aussi des évolutions sans doute récentes où Grace notait des termes identiques pour l'Afwa et le Hamea, alors que maintenant je trouve des identités entre Grand Coulis et Hamea pour péché et pour le terme de non-existence. Mais parfois on a des bonnes surprises. Le hue est maintenu dans les 3 dialectes, au moins dans le mot qui signifie apparaître. Ensuite, c'est juste pour ceux parmi vous qui s'intéressent à la reconstruction, j'ai rajouté dans la liste recueillie par Grace en 1973 et 1986, j'ai ajouté les correspondances Hamea actuelles, bien que les termes reconstruits, les formes reconstruites en proto-océanien ont probablement un peu changé depuis 1986. Mais ça, c'est juste pour les phonologues qui sont présents dans la salle. Page 8, quelques mots rapides sur les données lexicales. Donc, vous avez des termes Hamea, certains d'entre eux déjà marqués comme Mea dans le dictionnaire de Grace, qui sont différents en Chili et en Ranantiu, des mots assez communs. Certains concernent les termes de parenté, qui en Chili semblent empruntés au Ranantiu, alors qu'ils sont différents en Hamea. Mais vous avez aussi des termes Hamea semblables à ceux du Ranantiu, mais différents du Chini. Et puis, vous avez aussi des variantes entre les 3 dialectes que vous avez sous... J'ai essayé de vous mettre les langues de contact, mais sans grande assurance. Ici encore, tout est possible. Vous avez des formes Hamea complètement différentes, ou bien similaires avec Grand Coulis, ou bien similaires avec l'Afwa. Aucune régularité. Et là, j'arrête pour la partie phonologique historique. Je suis sûre que Françoise et Jean-Claude ne m'auraient jamais demandé de faire un tel exposé, mais c'était juste pour vous montrer que j'étais prête à tout pour leur rendre hommage. Je vais aborder rapidement quelques points de syntaxe qui sont nettement plus de ma spécialité, nettement plus accessibles. Récemment, j'ai publié dans le Tereo qui vient de sortir en accès libre en hommage à Frank Lichtenberg, un article sur l'expression de l'existence et la non-existence, où vous avez une collexification, terme bien employé par Alexandre François ici présent, entre to exist, exister et faire, que l'on trouve en Ranantiu et en Chili, mais en Hamea, pourquoi faire pareil quand on peut faire différent, le verbe ngono, faire,
n'est pas utilisé pour l'existence. Et en Hamea, c'est le verbe fi qui signifie aller, quitter, qui sert à l'expression de l'existence. Donc vous avez le petit tableau en 18. Un petit point intéressant, en général dans les langues kanak, on ne peut pas combiner le prédicat d'existence avec la marque négative. C'est possible seulement en Hamea et en Anjeu, d'après ce que je connais des langues kanak, et aussi en Jehu. Et autrement, il faut aller ailleurs. Lichtenberg l'a relevé en Toa Baita. Normalement, on utilise uniquement le prédicat de non-existence et on ne peut pas combiner l'existence avec la marque négative. Donc c'est un peu des particularités. Alors pourquoi on trouve ça en Hamea, en Anjeu et pas en Tili ou en Ralentio? C'est un mystère des contacts. Je vous ai donné en haut de la page 10 des exemples 19 et 20 qui montrent l'utilisation du prédicat de non-existence. Aucun enfant ne s'en va, mais aucun n'avait l'intention de partir, alors qu'avec la combinaison de la forme négative et du prédicat d'existence, là, la traduction est pratiquement la même, sauf que là, on s'attend effectivement à ce que certains enfants quittent. Je vais peut-être passer sur des cas puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, d'homophones très très fréquents dans ces dialectes. Forme identique pour la marque du sujet non. On le trouve en Tili, on le trouve en Hamea, mais par contre, en Tili, ça signifie aussi plein d'autres choses. Vous avez la liste des différents emplois de cette forme. Midori Osumi en liste 7. En Hamea, par contre, on n'a que 3 utilisations de cette forme pour la forme pronominale sujet de troisième personne singulier, pour la marque de sujet lexical quand c'est postposé au prédicat, et pour la marque de possession aliénable. Et vous avez des formes proches, mais qui n'ont pas la même du tout combinatoire, ou des formes différentes pour un continuatif. Donc là, on a plutôt une ressemblance aussi entre l'Anjeu et le Hamea. Pour la marque instrumentale, on a des formes différentes en Hamea, parce que la forme utilisée en Ralentio ni ne s'utilise pas pour l'instrumental en Hamea, et ce ni a énormément d'emplois en Tili, Grace en liste 9, Midori, je crois, 5. Et il est difficile de dire si ces homophones ont une origine commune ou bien si c'est complètement accidentel. Encore une similarité que l'on trouve entre le Hamea, le Tili et le Ralentio, mais là, plus avec l'Anjeu. Ces 3 langues ont toutes perdu les reflets de l'ancien préfixe proto-océanien Paris, alors que l'Anjeu l'a conservé au moins pour exprimer la réciprocité. Dans les 3 langues, donc Tili, Ralentio et Hamea, on utilise pour exprimer et le réfléchi et le réciproque une forme qui signifie au départ retourner encore, return again. Et je vous ai donné les 3 formes que l'on trouve dans ces 3 langues, avec un exemple en Hamea, montrant la différence entre 21a, entre il le rase et il se rase
lui-même, où vous voyez que la présence de moi après le pronom objet marque qu'il y a coréférence entre ce pronom objet et le pronom sujet. Et le réciproque marqué aussi par ce moi. En Chili, la forme est mwangi, mais ni George Grace ni Midori Osumi ne l'ont décrit comme une marque de réfléchi et de réciproque. Et pour eux, le réfléchi et le réciproque sont seulement exprimés par la coréférence et donc donnent des situations ambiguës. Et en août 2005, un peu par hasard, j'ai rencontré Agnès Holero, qui, je pense, avait déjà travaillé avec Midori. Et en mettant en scène des situations où il peut y avoir ambiguïté, elle m'a tout de suite sorti ce mwangi qui signifie encore retourner pour désambiguiser entre il le pince et il se pince, ils les battent ou ils se battent les uns les autres ou eux-mêmes, et pour ils se connaissent eux-mêmes ou les uns les autres. Et c'était pour moi une grande découverte, une grande satisfaction de voir ce return again utilisé dans un tel contexte. Alors, en conclusion, j'ai essayé de faire le point de ce qu'on pouvait dire sur des convergences évidentes, comme dans le cas des constructions réfléchies ou réciproques, des innovations plus spécifiques pour la construction de l'expression de l'existence ou de la non-existence, un micmac pas possible dans l'emploi des homophones non et ni, et j'ai eu beaucoup de mal à déterminer dans quelle direction ces innovations ou ces convergences avaient eu lieu, aussi bien dans le domaine phonologique que dans le domaine lexical et grammatical. Alors, du coup, je me suis dit, pour y voir clair, peut-être qu'en se tournant vers les traditions orales, qui sont très très nombreuses, je vais pouvoir essayer de comprendre dans quel sens s'étaient faits les contacts du point de vue historique. Et là, tout aussi catastrophique, je suis allée relire tout ce que Patrick Pillon, qui a beaucoup travaillé dans la région Hamea, avait décrit à partir de textes qu'il avait recueillis, à propos des documents de Daniel Fremigacci, de Jean Guillard, qui tous essaient de retracer les origines du settlement, je ne sais pas comment on dit ça en français, du peuplement, aussi bien que les mouvements de population après les révoltes du 19e. Et ce qui est étonnant, c'est la non-concordance entre la proximité linguistique, par exemple entre le Chili et le Hamea, et les relations de clans. On a des relations claniques entre la vallée de la Kwawa et de Wailu, très très nombreuses, hein, d'après Patrick Pillon, avec des liens lignagés évidents, mais Hamea et Angé sont en fin de compte lexicalement et phonologiquement assez différents, mis à part les quelques similarités syntaxiques avec la même forme pour le sujet, la marque de sujet postposé et la marque de pronom troisième personne du singulier. On trouve des relations claniques très très fréquentes aussi entre Kanala et Mea, avec beaucoup de noms de clans mais ça va dans les deux sens, qui se sont installés en pays Mea, mais on a aussi des clans Mea qui sont partis jusqu'à Borindi, et des convergences donc entre le Hamea et le Halantiu
au niveau lexical, un peu syntaxique, mais très peu phonologique. Donc les traditions orales dans ce cadre dialectal très très complexe ne m'ont pas servi à grand-chose. Il faudrait... J'ai recueilli beaucoup, vous trouverez sur le site Pangloss du Lacito, beaucoup de récits que j'ai recueillis. Et ce qui est curieux, c'est que les narrateurs parlent de tous ces mouvements de population comme s'ils étaient très très anciens, alors que certains évoquent des déplacements de Hamea vers l'île des Pins. Et ça, on sait que c'est postérieur aux rébellions de 1878 ou peut-être même 1917, mais il n'évoque absolument pas les phénomènes dus à la colonisation. Il présente les mouvements de population comme si c'était très très ancien. Donc pour moi, ça reste un petit peu mystérieux. J'aurais besoin de l'aide d'anthropologues pour essayer d'y voir clair. Voilà, merci. On va prendre 5 ou 10 minutes s'il y a des questions dans la salle. J'ai l'impression de vous avoir complètement assommé. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est ces dialectes qui sont épouvantables. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de la variabilité des différents phonèmes. Et je me suis posé la question si c'est peut-être par rapport à différentes générations ou si vous voyez quelques tendances à ce regard. Oui, j'espérais, comme vous le mentionnez, trouver la vraie langue chez les vieux. Et j'ai travaillé, par exemple, avec Marie Tava-Vianon, qui doit approcher les 75 ou 80 ans maintenant. Et j'ai été étonnée, en la faisant répéter au moins 10 fois, qu'elle, pour le mot « bon », haru, elle utilise la dentale et non pas la rétroflexe que j'avais recueillie avant. Donc, normalement, oui, mais c'est pas aussi évident qu'on l'espérait. Même si, évidemment, les jeunes parlent moins souvent le Hamea que les vieux, mais quand on monte au fin fond de la vallée de l'Akwawa, on trouve encore un nombre relativement conséquent de locuteurs, une centaine de locuteurs, ce qui pour une langue en grand danger est pas mal. Just reply to that. That's a really, really good question. And one of the problems that we're finding when we start doing more sociolinguistic work on these smaller languages is that some of the generalizations that we've been treating as being almost laws or axioms don't hold up. So Danielle Barth has been doing some work in Papua New Guinea where she finds that some of the innovations are being led in the community where she's working by the older women. So methodologically, this makes handling this kind of variation even more complicated. Claire. Du coup, je me demandais, et je vais peut-être faire plaisir à mes collègues sociolinguistes aussi, est-ce que du coup, toi, tu tiens à conserver, à dire que c'est des dialectes, ou est-ce que c'est pas vraiment... Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais tu nous as montré que c'est pas mal le bazar, et qu'il y a beaucoup de choses qui divergent, on ne sait pas trop dans quel sens. Du coup, est-ce que c'est pas vraiment... on ne peut pas considérer que c'est des langues au niveau même des appellations et des revendications, et après au niveau des différences linguistiques que tu trouves, et c'est dans un processus de différenciation linguistique, et finalement qu'on arrête de parler de dialecte là-dessus. Oui. Je ne sais pas si c'est un autre problème, et je ne suis vraiment pas sociolinguiste pour te répondre. Je sais que, comme je l'ai dit au début, les Kanaks locuteurs tiennent à leur identité, mais honnêtement, des fois, quand j'entends des Timi
ou des Haméas, la différence n'est pas si grande que cela. Et je crois qu'on a le cas partout. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment dialecte? Il faudrait pouvoir reconstruire une langue commune à ces dialectes pour pouvoir y voir plus clair. Et comme ça, ni Grèce ni Osumi n'ont réussi, c'est pas moi qui vais m'y atteler. Ce serait la seule façon de vraiment parler de dialectalisation. À partir de quel taux? On dit en général 80% de vocabulaire commun, c'est la limite entre langue et dialecte. Et là, effectivement, ça ne serait que des dialectes. Mais au niveau grammatical, il y a aussi beaucoup de différenciations qui complexifient terriblement la base lexicale elle-même. Donc au niveau grammatical, oui, on pourrait parler de langue. C'est pas moi qui donnerai la réponse. Nick? So the idea of return and the interesting semantics of return, Anna Krajinovic, working on Nafsan, has found that return seems to have a counterfactual interpretation. So it seems that it allows many ways of slipping around, and so here we have reflexive notions. Have you found other kinds of meanings that are emerging with again or return in other languages too? Well, I did wrote an article, I think it's published in Oceanic Linguistics a few years ago, on the concept of return. But I must say, I can send it to you, I don't remember. Return is also used to express reflexivity in Anjou, but not reciprocity. And I found it in other Oceanic languages too. Yeah, I have to look. But not the other meaning, counterfactual, I'm not sure. Claire, je voulais faire une remarque sur la dernière partie de l'exposé, quand tu as essayé de voir si les déplacements, les mouvements, si j'ai bien compris, pouvaient expliquer les variations linguistiques, et donc en t'appuyant sur le travail des recueils de Patrick Pillon. Je me suis demandé, enfin, une petite expérience que j'ai, c'est que les stabilisations linguistiques, les différences reproduites au fil des générations à l'intérieur, par exemple, du Tiémouri qu'a étudié Jean-Claude, il y a plusieurs parlers Tiémouri qui sont reconnus. Et quand on y regarde de près, c'est par les généalogies que j'ai pu voir que c'était des aires matrimoniales, en quelque sorte, qui contribuaient à creuser les différences. Voilà. Et donc, alors que les discours sur les migrations, les mouvements, comme tu l'as justement dit, on a du mal à les historiser, à les dater, à les situer dans le temps. Ça peut être, je pense, ça peut être aussi très ancien, mais ça peut être aussi une vision plus récente qui n'est pas datée, donc qu'on attribue à des temps anciens. Et par contre, les pratiques matrimoniales, les échanges matrimoniaux contribuent quand même à une certaine stabilité. Et là, les différences se marquent, c'est-à-dire les épouses qui viennent d'une autre ère linguistique ou de la même zone, mais avec des différences, transmettent ces différences, mais leurs maris ou leurs conjoints gardent par contre leur propre langue. Alors on peut aussi s'imaginer que la reproduction, la répétition de ces alliances finit par décrire un nouvel espace linguistique, disons, stabilise des variations par la transmission. Voilà, donc je me demande si en tous les cas l'enquête complémentaire serait peut-être moins du côté de la mémoire historique que du côté des pratiques matrimoniales et de la construction des aires matrimoniales. Oui, une bonne idée, mais... Oui. Non, mais voilà, c'était une suggestion. Par exemple, dans la région de Tours où Jean-Claude a travaillé,
la transformation des pratiques matrimoniales, disons, dans les 30 dernières années, a contribué à niveler les différences linguistiques qu'il y avait entre le tiémoui proprement dit, le tié et le troisième qui est parlé à Netchaot, j'ai oublié le nom, et parce que maintenant les pratiques matrimoniales sont beaucoup plus ouvertes, mais quand elles étaient plus fermées, ça soulignait la différence linguistique. Et donc avec Jean-Claude, on avait remarqué ça. C'est tout. Et on peut imaginer que des langues nouvelles sont apparues au fil des siècles par des stabilisations sociales autour des alliances. Et par des mélanges qu'ont créé les enfants dont les parents n'avaient pas la même langue. Ça, c'est aussi connu. D'ailleurs, il faudra qu'on travaille ensemble parce que j'ai des récits qui font venir des gens dans la haute vallée de la Kouawa, qui font venir de la région Païti, autour de la montagne Mehere, que montait Meori et c'est vraiment très, très intéressant de travailler à plusieurs sur ce... Oui. Après, c'est au niveau on en parlera peut-être rapidement cet après-midi, mais de la connexion des récits dans une sorte de méta-récit qui englobe plusieurs aires linguistiques, quelle soit la côte Est et la côte Ouest, dans des grandes constructions, finalement. Plus des étymologies peut-être populaires. Nouméa, pour les gens de Haméa, ça veut dire on ne voit plus Méa. Nouméa, lointaine. Voilà. Et ils en ont aussi pour l'île de Pin, pour Touaourou, pour toutes les autres tribus où ils sont allés. Et est-ce qu'il faut le prendre en compte ou pas? Ça, c'est notre problème. Claire, ici. J'ai une question sur la consonante vélaire dont tu parles, page 3. Je me demandais quel est c'est le réflexe de la plosive vélaire, je suppose. Attends, laquelle c'est le petit B, page 3. Ah oui. La consonante vélaire, la fricative vélaire. Oui. Ce serait un réflexe de la plosive vélaire? Je ne sais pas s'il faut regarder dans les listes. Oui, j'ai regardé. Il me semble que page 7, numéro 66. Oui, mais je ne sais pas trop à quoi correspondent les langues. Mais la raison pour laquelle je pose cette question, parce que toutes ces variantes que tu cites, je peux dire que tu cites, que ce soit des fortitions, des lénitions ou quelque chose complètement différent, comme le W, ce sont toutes des variantes que je retrouve dans une même langue de Raha. Et je me demandais si tu avais une hypothèse de est-ce qu'il y a une lénition d'une variété à l'autre, ou est-ce que tu as une hypothèse de quelque chose? Normalement, d'après ce que j'ai appris de mes collègues Françoise, Jean-Claude et Audricourt, on a l'énition quand on passe d'une occlusive à une fricative ou à une spirante. Et c'est le cas, effectivement, que l'on trouve entre la foi et ce que Grace note pour le Haméa. Mais moi, en Haméa, j'ai trouvé une lénition totale ou bien un que, ou bien une forcition. Et je trouve la même chose aussi. Alors, j'ai aussi ces deux cas, et c'est très étonnant. Donc très intéressant, merci. On aimerait pouvoir changer tout ça pour avoir des correspondances claires, mais pas possible. Okay.